Au sommaire du JT d'aujourd'hui, la désinfection en question, un ultra mini échographe primé par Hunt Mini, X-Ray in Motion, vous allez découvrir ça, et puis le professeur Pruvot qui est venu avec tous ses internes. La Médicale vous présente le journal du RSNA. Docteur Nicolas Grenier, la désinfection des sondes endocavitaires, ça concerne 4 millions d'examens en France par an. Et vous avez travaillé là-dessus. Oui, effectivement, il y a actuellement une grosse discussion sur le niveau de désinfection qu'on doit appliquer à ces sondes d'échographie endocavitaire, qu'elles soient endovaginales ou endorectales, avec plusieurs niveaux qui ont été validés par les sociétés, en particulier la Société d'hygiène hospitalière, société française. Alors aujourd'hui, on est à quel niveau ? Alors aujourd'hui, on est au niveau dit de bas niveau, du premier niveau, c'est-à-dire qu'entre chaque examen, on va appliquer, bien sûr on utilise des gaines et du gel stérile, mais après retrait de la gaine, on applique un niveau de désinfection qui est dit de premier niveau, avec utilisation de lingettes désinfectantes décontaminantes. La plupart des pays européens et nord-américains sont passés au niveau au-dessus, avec utilisation soit du trempage dans de l'acide peracétique systématiquement entre deux examens, mais qui est long, qui prend 30 minutes, donc il nécessite souvent d'avoir plusieurs sondes, ou alors l'utilisation, mais qui est beaucoup plus récente, de systèmes d'agents physiques comme les UVC, ultraviolet C, ou un autre agent chimique qui est le peroxyde d'hydrogène. Alors cette désinfection de bas niveau, elle est efficace si elle est totalement respectée. Le problème, c'est qu'elle n'est pas toujours respectée, c'est ça. Et vous avez travaillé donc sur des nouvelles recommandations. C'est ça. Il y a une équipe de Paris qui a fait une étude multicentrique sur l'efficacité du bas niveau de désinfection sur les sondes. Ils ont montré que c'était parfaitement efficace à partir du moment où on appliquait les règles, donc la gestuelle qui conduit à cette désinfection. Le problème, c'est que 2 enquêtes, une européenne et une française, ont montré que soit les gens n'avaient pas connaissance, soit qu'ils n'appliquaient pas toutes les phases nécessaires à ces infections, manque de temps, soit voilà, manque de temps, négligence parfois, peut-être rapidité, voilà, c'est ça. Et donc, compte tenu de ces résultats, il faut qu'on passe au niveau supplémentaire, au niveau supérieur. Alors, ce niveau supérieur, qu'est-ce que c'est, en quoi ça consiste, validation obligatoire, enfin, il y a des... Alors, aujourd'hui, on est en attente. La Société d'hygiène hospitalière, française d'hygiène hospitalière, avec un groupe de travail qui réunissait toutes les sociétés savantes qui utilisaient ces ultrasons. On travaillait pendant toute cette année 2017, j'en faisais partie, de manière à reprendre toutes ces recommandations et faire une proposition d'un document avec un rationnel et des fiches pratiques au ministère, à la DGS. En ce moment, c'est au ministère, c'est dans les tiroirs. Ça peut sortir. Exactement. Et dans ces recommandations, on préconise le niveau supérieur, que ce soit des lingettes d'un niveau supérieur, que ce soit le trempage toujours, que ce soit les UV, que ce soit le peroxyde d'hydrogène. Le ministère, pour l'instant, ne les a pas validés. Devrait sortir une directive ou une autre forme de réglementation, de recommandation. Nous sommes en attente de cette réponse. Mais je pense que les sociétés savantes vont prendre le pas et vont déjà émettre leurs recommandations avant que le ministère le fasse. Donc si on avait des mots-clés, ce serait valider les opérations, des opérations obligatoires, systématiques, et mettre l'accent sur la traçabilité. C'est une des grosses tendances, la traçabilité, à la fois pour protéger le patient, mais pour protéger son institution. Absolument. Et toutes ces manœuvres de désinfection doivent être tracées pour chaque patient. Donc ça, c'est un point très important quand on choisit un système de désinfection. Indispensable. Obviously, disinfection is one of the key issues. What are the main benefits of your solution? Yeah, so high-level disinfection, the main benefit is really the definition of high-level disinfection is a complete elimination of all bacteria, viruses, mycobacteria, and fungi, and except a small number of bacterial spores. So compared to like a low-level disinfection, the main benefit is high-level disinfection, and it's very effective. So Trophon 2 is your latest. Yes, it is. And it's very innovative. It's got smart features around functionality, smart integration. And on the integration side, we really are looking at traceability. So from capturing to storing to accessing the data and all the way through to integrating the data into the network of the hospital.
This is about protecting the patient, but this is also protecting the institution. Absolutely. That's so important to protect the institution as well, particularly to avoid what we call a never event. So, in the event of an outbreak, an infection, or a patient that wants to inquire, we want to make sure that there's absolute certainty that that probe was properly disinfected before the use in the patient. And ultimately, from a survey or audit perspective, you want to be able to go to the patient's record and pull up and prove that that probe was indeed high-level disinfected in between exams. With Trophon come Sonix. Do you recommend to use Sonix, or do we have to use Sonix? That's a good question. And so Sonix is actually proprietary, and it makes up the system with Trophon. So yes, you must use Sonix HL. Around the world, Sonix is marketed as a nano nebulant, but it's a proprietary blend that together with the Trophon makes the system complete. What is the current regulation right now about disinfection, especially in Europe, Yes. because we're coming from Europe? So international guidelines are established. There's about 14 international guidelines that have been updated and really requires high-level disinfection. Now, in Europe, we've got a little bit of an interesting situation in France, particularly. Back in 2007, there was, in my opinion, a step backwards with the regulations, and now they're re-looking at that. There's some expert groups that are looking into the requirement for high-level disinfection in between patients because of the assurance. Like I said, the wipes and the soaking of the probe manually is just not getting the job done, so they're now looking at the guidelines, but internationally the guidelines for high-level disinfection are in agreement. What would you say? Would you say that traceability is one of the main trends? Absolutely. Traceability is so important for so many reasons, like I mentioned, in the not only required by the regulatory agencies around the world, but also to, in the event of one of those never events where there's an outbreak or an infection, you want to be able to prove that you have proper records. And recently in the U.S. here, there was a pretty major situation in Pennsylvania where 200 patients had to be notified to go get blood tested because there was no traceability. And so luckily the institution did the right thing, notified the patients, and that's underway now. But that's all because of the lack of traceability. So we want to make sure that that process is automated and simple and removes the potential for human error to miss a step. Would you say, to conclude, that it's better to pay up front for a good solution rather than to risk a trial? Absolutely. And, we mentioned about the need for this, but a little bit of prevention up front will definitely save the headache down the road. And with Trophon, we make it easy with this automated way to do that. C'est une des plus petites sondes du marché, c'est aussi une les moins chères. This is one of the smallest probes on the market, and this is one of the most affordable. Yes, we are the first company to put the entire ultrasound system on a single silicon chip, so you can scan from 1 to 10 megahertz, and you choose your preset, not your probe, and then basically after that you pick your depth and it'll generate the beam on the fly, so curved, phase, linear, across the entire frequency range. This is a launching. This is launched last year, and now we're selling in the US, and next year we will sell into Europe. Tell us about your software and what is the added value of this software. Yeah, so what you could see here is our volumetric report for acute traumatic brain injury. In today's clinical routine, the clinical decisions for traumatic brain injury are really different depending on the center where you go to. And it's really dependent on the clinician that is treating. On the other hand, there are good clinical practices available in literature, and thanks to our reports, they also become available in clinical routine. Just to explain a bit further, thanks to the measurements, the clinician knows what the effect is of the bleeding on the patient, and he can better decide on whether a surgery is needed or not. For example, you can see whether the cisterns are compressed. If they are compressed, that might be a reason for surgery. He can see the volume of the mass lesions. If it's larger than 25 milliliters, it might also be a good reason for a surgery. And he can see the midline shift. If there is more than 5 millimeters midline shift, that is also a good reason for having a surgery. So you see there is a direct implication between what we measure and the clinical decisions to be taken. Got other applications.
application. Yes, exactly. So we have also applications for multiple sclerosis, for traumatic brain injury in the monitoring context, so in the chronic context, and for dementia, where the goal is to have a quicker diagnosis of dementia and a differential diagnosis of dementia. Icometrix is a European company. Is your software available in Europe? Yes, so we have market approvals in Europe, in the United States, in Canada, in Australia, in Japan and in Brazil. Et maintenant, la minute de Thibaut Jacques. Alors aujourd'hui, une conférence aussi très intéressante ce matin qui était des posters, enfin en tout cas des présentations scientifiques sur les algorithmes d'IA en imagerie musculo-squelettique, qui est un thème qui m'intéresse particulièrement. Ce qui est très intéressant de voir dans ces sessions-là, c'est qu'on nous présente vraiment des algorithmes qui sont de plus en plus avancés pour des pathologies un peu plus rares, comme la segmentation musculaire, comme l'évaluation du rachis avant et après opération. Ce qui est intéressant, c'est de voir le contraste entre ce qu'on nous montre en session scientifique et ce qui est réellement présent aujourd'hui comme produit fini sur le plateau, où globalement on reste un peu comme l'an dernier sur principalement l'application traumatologique en musculo-squelettique et l'âge osseux, et finalement on a un peu du mal à voir aujourd'hui en musculo-squelettique, parce que c'est vrai qu'en neuroradio, en imagerie thoracique, en imagerie scénologique, on voit des produits qui arrivent à finalisation au fur et à mesure. En musculo-squelettique, dans les produits finis, on reste encore juste des choses assez simples, comme de la traumatologie des extrémités ou l'âge osseux, qui est finalement utile, mais qui n'est pas un progrès majeur, vu que l'an dernier ça existait déjà. In this case, this is a normal lung. It's breathing normally, taking a deep breath and exhaling, and both lungs are working at the same time. In this case, one of the lungs is not working, so the other lung is doing all the work, which allows, with this type of diagnosis, the pulmonologist can make a better diagnosis for the patient. Je suis avec Jean-Pierre Pruvot. Vous êtes un excellent prof parce que vous avez emmené tous vos internes au RSNA. Qu'est-ce que vous avez vu de beau au RSNA? Alors, ce que j'ai vu surtout, c'est leur émerveillement. C'est-à-dire qu'ils ont vu ce très grand congrès, l'exposition technique qui est extraordinaire, et aussi les séances qui ont commencé par la séance inaugurale avec la présidente du RSNA qui nous a bien rappelé ce qui nous motive, le malade. Il est au cœur de tout. C'est lui, l'intelligence artificielle, tant mieux. Elle nous aide pour mettre notre intelligence émotionnelle au profit de tout le monde, toutes les équipes, tous les demandeurs d'examen, tous les malades qui nous attendent. Et ici, on voit le fruit de la recherche mondiale. C'est ça qui est intéressant. On se retrouve aussi, comme en Europe, à l'ECR, c'est pareil. Et évidemment, notre congrès, nos journées françaises de radiologie, c'est aussi un excellent moment. Et ce qui me fait plaisir, c'est d'avoir aussi beaucoup de Français ici, beaucoup de Français qui publient. C'est la première communauté. Première communauté, beaucoup de Français qui publient et beaucoup de jeunes qui se disent on va publier l'année prochaine, on amène un papier ici, on va gagner pour les malades. Vous savez quoi, prof? On va faire une interro. On va leur demander ce qu'ils ont vu au RSNA. Le gigantisme du bâtiment, de l'exposition, la qualité de l'exposition technique, c'est incroyable. Et merci Monsieur Pruvot de nous avoir permis de pouvoir profiter de ça. Ce qui a marqué, c'est le Learning Center. On peut apprendre énormément en peu de temps. Une chose en particulier? J'étais impressionné par les présentations de neuroradiologie. Ça a été sympathique. J'ai été marqué notamment par un poster sur les lésions de la glande pinéale chez l'enfant. C'était
c'était impressionnant. Enfin, j'ai beaucoup aimé, beaucoup appris. Et vous, Victor? Alors 2 choses. La première, remettre le radiologue au cœur de la prise en charge des patients. Je pense que c'est l'idée majeure du congrès cette année. Et la deuxième, l'intelligence artificielle dans la gestion du temps, la gestion du parcours patient, qui va permettre vraiment aux radiologues de s'améliorer et de continuer à exister. Je vais un peu rejoindre mes confrères, l'intelligence artificielle qui remet aussi le patient au centre du parcours et dans un même lieu de pouvoir bénéficier de toutes les dernières avancées technologiques avec un accès très facile pour nous interne justement. Qu'est-ce qui vous a plus particulièrement marqué? J'étais fortement marqué par les GAFA et leur potentiel d'application à l'imagerie médicale avec l'émergence de nouveaux algorithmes qui permettent d'avoir des diagnostics toujours plus précis et performants. Le dernier et pas le moindre, Michael. J'ai été impressionné par la qualité des présentations, notamment des radiologues lillois qu'on a forcément un peu plus suivis. Voilà, c'était vraiment impressionnant. Alors, un mot de conclusion par rapport à tout ce qu'on a entendu. Alors, on revient l'année prochaine en passant par Vienne bien sûr, par les JFR, et on ramène tous un papier l'année prochaine. Les malades nous attendent, la recherche est là, et vraiment cette spécialité est magnifique. C'est pour nous la plus belle des spécialités, la radiologie, et elle est bonne si et seulement si on amène maintenant tous les jeunes au meilleur niveau en passant par la recherche. J'y insiste encore. La Médicale vous a présenté le journal du RSNA.